L'histoire débute avec une jeune femme qui se perçoit comme une paria sociale silencieuse. Personne ne l'ignore ouvertement, mais elle sent le poids des regards qui se posent sur elle à chaque instant. Peu importe ses efforts, elle n'arrive jamais à vraiment s'intégrer. Chaque fois que son regard croise celui de quelqu'un, elle croit percevoir une moquerie, comme si on la méprisait. Peut-être qu'on la prend simplement pour une statue ambulante, muette, immobile et un peu inquiétante. Étonnamment, cette vie isolée s'étire sur 2 décennies entières, et d'une certaine façon, elle a vécu une existence presque maudite. Nous sommes maintenant en avril de l'année 2027, et la jeune femme, Koharu Kamba, a 35 ans. Elle semble passer ses journées monotones à espionner des gens sur Internet, le cœur battant alors qu'elle fouille dans leurs conversations en ligne. Un jour, alors qu'elle est absorbée à observer des personnes nommées Nia et Haruko, sa mère lui apporte un peu de nourriture. Tout à coup, Koharu réalise que sa mère semble bien plus âgée qu'avant, ou alors c'est peut-être sa vue qui s'est abîmée à force d'abuser des écrans. En général, elle remarque à peine la présence de sa mère, car quand elle va jusqu'à la porte, celle-ci s'est déjà éloignée. Elle se demande avec angoisse si sa mère a toujours eu ses cheveux aussi blancs que la neige. Elle tente de se rassurer en se rappelant que, d'après ce qu'elle a lu sur Internet, les personnes de 60 ans sont généralement en bonne santé et pleines d'énergie. Oui, selon Google, 60 ans sont les nouveaux 40. Elle se rappelle aussi qu'elle n'a que la trentaine, mais un doute sombre sur sa propre santé l'envahit. Un frisson la parcourt. Même si elle a encore du temps devant elle, sa mère pourrait, elle, ne plus en avoir beaucoup. L'image soudaine de sa mère s'effondrant morte la glace d'effroi. Acculée par l'anxiété, son esprit hurle de remonter le temps, mais elle sait que c'est impossible. Si le voyage temporel existait, toutes les marques de crèmes anti-âge feraient faillite sur le champ. Elle décide donc de rompre avec sa timidité sociale et de commencer à communiquer davantage. Elle prévoit de parler de ses animés préférés, de ses jeux vidéo et de tout sujet qui pourrait lui permettre de se faire des amis sur les réseaux sociaux. Elle like presque tout pour attirer l'attention, au point que même les bots de spam la prennent pour l'un d'eux. Rapidement, elle tombe sur quelqu'un nommé Naota qui semble lui aussi vouloir sociabiliser. Elle suppose qu'il a reçu une notification, car il lui répond immédiatement. Le courant passe très vite entre eux et ils décident de se rencontrer en personne. Trouver un ami sur Internet aussi vite ressemble à un miracle, ou bien à un signal d'alarme. Ses parents sont stupéfaits de la voir enfin sortir de sa coquille. Elle leur dit, d'une voix hésitante, qu'elle va rencontrer un ami. Elle bégaie en tentant de les convaincre que, si tout se passe bien, elle envisage même de chercher un petit boulot. Ses parents sont encore plus impressionnés qu'elle se souvienne de ce qu'est l'air extérieur. Ses parents la laissent partir avec plaisir. Peu après, Koharu arrive au lieu de rendez-vous et repère aussitôt un garçon portant le bonnet tricoté qu'il avait mentionné dans son message pour qu'elle puisse le reconnaître. Elle tente d'attirer son attention, mais il reste absorbé par son téléphone. Transpirant à grosses gouttes, elle confirme son nom et se présente. Avec difficulté, elle lui rappelle qu'ils avaient prévu de se voir. Le garçon la dévisage de haut en bas, esquisse un sourire arrogant puis retourne aussitôt sur son téléphone. En clair, il l'ignore complètement. Les yeux de Koharu s'écarquillent et sa bouche se tord en un sourire sarcastique en constatant qu'il la regarde comme tout le monde, mais cette fois tout en faisant semblant d'être son ami. Sans un regard de plus, il s'éloigne, et ses paroles cruelles résonnent dans la tête de Koharu. Il la traite de bizarre avec qui il ne pourrait jamais être ami. Pauvre Koharu, elle est anéantie en sentant tout son douloureux passé lui exploser de nouveau au visage. Elle sent encore ses moqueries aiguisées transpercer son cœur. Elle s'enfuit, le cœur brisé, incapable de comprendre pourquoi il lui arrive toujours des choses aussi cruelles. Dans sa panique, elle trébuche et tombe d'un pont en construction, heurtant les rochers en contrebas. Gravement blessée, elle est convaincue que sa vie touche à sa fin. Elle souhaitait désespérément changer de vie, mais ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de travers. C'est comme si sa vie entière défilait devant ses yeux, telle une barre de chargement infinie. 2 anges l'avaient mise au monde et s'étaient efforcés de l'élever, mais elle se sentait abandonnée sans pitié. En silence, elle demande pardon à sa chère mère de n'avoir pas su changer. Même face à la mort, elle redoute d'être jugée. Une vie si difficile. Soudain, elle entend la voix de sa mère qui la réprimande de dormir si tard, car il est presque l'heure de la cérémonie d'entrée. Koharu, désorientée, se rend compte qu'elle n'est pas à l'hôpital, mais dans une maison. En apercevant dans le miroir une version beaucoup plus jeune d'elle-même, elle reste totalement sidérée. Elle est en vie. Ou bien elle rêve, ou bien elle hallucine, ou alors elle est devenue l'héroïne d'un anime des plus étranges.
Alors qu'elle fixe son reflet avec incrédulité, sa mère lui crie encore dessus parce qu'elle est toujours en pyjama et lui jette un uniforme scolaire. Elle est redevenue une collégienne. Plus tard, dans un train bondé, elle reste sceptique sur son apparence. Certaines choses ne changent jamais, les ados bruyants et toujours en train de se faire gronder. Elle n'arrive pas à croire qu'elle a subi un changement aussi radical. Elle se demande si elle a réellement voyagé dans le passé. En ouvrant un vieux téléphone à clapet, elle découvre qu'elle a été projetée en 2007, presque 20 ans en arrière. Jamais elle n'aurait imaginé vivre un scénario digne d'un manga ou d'un anime. Ses pensées sont interrompues lorsqu'un garçon énergique l'appelle Coco et lui demande pourquoi elle a été absente si longtemps. Koharu l'observe attentivement et se souvient d'un petit garçon joufflu qui fut son ami. Elle le reconnaît aussitôt, c'est Izumi, son camarade d'école primaire. Elle se rappelle qu'il fut son seul ami durant tout le collège. Elle remarque qu'il a beaucoup changé, la puberté l'a complètement transformé, et elle se souvient qu'il avait fini par l'ignorer. Izumi raconte qu'il a beaucoup maigri et se sent chanceux d'être dans le même établissement qu'elle. Koharu ne se rend même pas compte que les larmes lui montent aux yeux, que ce soit de frustration, ou pour une autre raison. Pauvre Izumi, il devient nerveux et se demande s'il a dit quelque chose qui l'a fait pleurer. Koharu pleure simplement parce qu'il lui parle, même si elle se sent toujours comme une marginale. Alors qu'il devient encore plus confus, elle se couvre la bouche et déclare précipitamment qu'il est la personne la plus gentille qu'elle connaisse. Izumi reste sans rien comprendre à ce qu'elle raconte. Même après être descendu du train, il reste préoccupé par son état. Koharu lui adresse un sourire, se demandant en secret si Dieu vient d'exaucer un vœu qu'elle avait depuis longtemps. Izumi fait le signe de la victoire et répète à quel point il est heureux d'être dans la même classe qu'elle. Bientôt, ils se dirigent ensemble vers la salle de classe. Elle se met alors à douter. Est-ce vraiment le collège? Est-elle coincée dans une boucle temporelle? Koharu pense, est-ce un simple déjà-vu ou une sorte d'hypnose maudite? Elle ne comprend toujours pas pourquoi elle s'était retrouvée si seule ni ce qui s'était passé avec un ami aussi proche qu'Izumi. En entrant dans la salle, Izumi lance un grand bonjour, enjoué. Lorsque tout le monde les regarde avec étonnement, il se dit que c'est normal pour un premier jour, ou alors ils sont surpris de le voir avec un extraterrestre. Sans qu'il le remarque, tous sont fascinés par son allure. Lui, en revanche, est un peu déçu de ne pas faire plus forte impression. Soudain, une jeune fille s'approche et se présente comme Yuko Mochizuki. Izumi est soulagée. Enfin quelqu'un qui ne le regarde pas comme un Pokémon étrange. Elle manifeste beaucoup d'intérêt pour lui, ce qui pousse Koharu à lever les yeux au ciel. Izumi s'en aperçoit et, sans hésiter, lui demande son numéro de téléphone. Koharu essaie d'esquiver la situation, mais il insiste. La mystérieuse fille semble vouloir jouer les difficiles. Il l'ignore complètement et sort son téléphone pour taper le numéro, mais pour une raison étrange il n'arrive pas à manipuler correctement l'appareil. Il dit alors à Koharu d'attendre un peu. Koharu, un peu nerveuse, lui rappelle que la classe va commencer et qu'ils peuvent échanger leur numéro plus tard. Les autres élèves murmurent que ce duo n'a rien à faire ensemble. Koharu, impassible, reste complètement absorbé par ses pensées. Le lendemain, Koharu est transportée de joie en voyant dans le miroir sa version plus jeune. Elle n'arrive pas à croire qu'elle ne soit pas coincée dans un rêve fantastique. Elle tend même l'oreille pour écouter ses propres pensées, qui lui paraissent incroyablement nettes et réelles. Elle se remémore le terrible accident qu'elle a subi et se demande si tout cela n'est pas un rêve causé par un coma. Ses pensées embrouillées sont brusquement interrompues par sa mère, qui explose de colère en voyant qu'elle est encore en retard. À l'école, on la bombarde de 1000 informations futiles, mais aussi d'une révélation. Izumi est incroyablement populaire. En contemplant le bâtiment scolaire devant elle, elle se demande si elle le voyait de la même façon il y a 30 ans. Elle observe les visages insouciants de ses camarades, 6 sur 2, comme s'ils pouvaient faire ce qu'ils veulent. Au fond d'elle, elle ressent un immense soulagement d'être encore en vie. Étrangement, elle se sent maintenant plus connectée à l'école que lors de son premier passage, car à l'époque, elle passait presque tout son temps à regarder le sol. Izumi salue joyeusement ses camarades, mais tout le monde le fixe avec de grands yeux, comme s'il ne comprenait rien. Izumi et Koharu restent tous deux interdits face à ce silence pesant. Soudain, quelqu'un lui montre une photo de sa remise de diplôme qui a fuité sur Internet. Super! Elle est devenue virale, mais pas dans le bon sens. Pire encore, l'image est affichée sur tous les panneaux d'annonces de l'école. Yuko fond en larmes devant lui,
se demandant comment des gens peuvent être aussi cruels, et dire que ce n'est que le 2e jour de classe. Les yeux pleins de larmes, elle lui assure qu'elle sera toujours à ses côtés et qu'il pourra compter sur elle pour n'importe quoi. Pendant ce temps, Koharu reste complètement sidérée par la scène qui se déroule sous ses yeux. Tout à coup, elle se rappelle qu'un événement très similaire s'était produit juste après la rentrée dans sa vie précédente. À l'époque aussi, elle avait pris son parti, mais ensuite elle s'était éloignée, pensant que tout le harcèlement qu'il subissait était de sa faute. Son subconscient projette les souvenirs comme un vieux film sur un projecteur. Elle l'avait laissé tomber parce qu'elle croyait qu'il avait honte d'être vu avec elle. Dans le présent, Izumi tente de plaisanter en disant qu'il ne peut pas nier qu'il était un peu rondouillard avant. Mais on voit bien qu'il reste affecté par l'humiliation publique. Koharu consulte son téléphone et tombe sur une image qui provoque immédiatement un déclic dans son esprit. Très vite, tous ses camarades reçoivent un message de sa part. Personne ne peut croire ce qu'il voit en faisant défiler les photos les plus délirantes de Koharu. On la voit s'amuser avec un Izumi petit et joufflu, formant un duo improbable entre une batte de baseball et une balle. Même Izumi reste bouche bée, mais confirme que cette fille trop cool sur les photos est bien Koharu. Alors que toute la classe les observe, interloquée, Koharu s'avance avec assurance. D'une voix fière, elle déclare « Oui, c'est bien nous. Alors, dégagez, les filles parfaites. » Elle affirme qu'il est son meilleur ami depuis l'enfance. Elle rappelle que tout le monde a changé en grandissant et qu'il n'y a aucune raison de s'en moquer. Avec un sourire provocateur, elle ajoute que si nécessaire, cette histoire pourrait se régler devant un tribunal. Elle menace même d'envoyer des lettres aux parents de ceux qui ont harcelé leurs camarades. On remarque que Yuko, désormais sans expression, commence à remuer nerveusement. D'un ton ferme, Koharu leur dit que tous les millions de yens que leurs parents dépensent pour leur éducation ne servent à rien s'ils agissent de la sorte. Elle déclare qu'elle ne peut pas vivre sans ses parents, car elle dépend financièrement d'eux. C'est pourquoi, tant qu'elle vit sous leur toit, elle doit respecter leurs règles. Sans le vouloir, elle repense à sa vie précédente, qu'elle a gâchée sans but, tout en étant un poids pour ses parents déjà âgés. Elle se souvient avoir piétiné tous leurs sacrifices, en ne s'en rendant compte que trop tard. Elle se tourne ensuite vers Izumi et lui demande s'il veut porter plainte pour diffamation. Izumi, qui a le cœur tendre, refuse et ne veut même pas en parler au professeur. Koharu choisit alors de tourner la page, mais souligne que ce qui s'est passé reste immoral et que le coupable devra en porter le fardeau. En privé, elle lui propose de tout résoudre par le dialogue. Yuko, de son côté, semble complètement brisée. Koharu a visiblement touché quelque chose de très profond en elle. Koharu offre publiquement de discuter avec ceux qui cherchent à blesser les autres. Elle croit qu'il y a toujours une chance de changer, qu'il n'est jamais trop tard et que le remords peut transformer quelqu'un en une meilleure personne. Puis elle déclare toute la classe coupable de s'être tue devant de tels agissements. Elle exige que chacun vienne en privé présenter ses excuses à Izumi. Le pauvre garçon va maintenant devoir supporter une file d'attente interminable et ennuyeuse. Enfin, elle remercie toute la classe de l'avoir écouté. Peu à peu, tout le monde commence à l'applaudir bruyamment pour son discours impressionnant. Koharu reste bouche bée, ne sachant comment réagir devant tant d'approbation. Les yeux brillants, Izumi s'exclame avec enthousiasme qu'elle deviendra sûrement avocate plus tard. Koharu se tourne vers Mared et explique qu'elle a simplement vu une vidéo similaire sur YouTube. Elle demande ensuite à Izumi s'ils resteront de bons amis, ce à quoi il répond avec ferveur. Elle lui adresse alors un sourire un peu inquiétant en le remerciant, laissant Izumi perplexe, se demandant s'il a dit quelque chose de bizarre. Pendant ce temps, Koharu n'est toujours pas certaine d'être sortie de ce rêve, mais elle garde espoir. Peut-être qu'elle arrivera cette fois à accomplir ce qu'elle n'avait jamais osé faire. Qui sait, elle pourrait même gagner à la loterie. Déterminée à changer l'avenir sombre qui l'attendait, elle s'accroche fermement à cette nouvelle lueur d'espoir. Plus tard, quand le professeur demande des candidats pour le poste de délégué de classe, tout le monde chuchote avec excitation. Un garçon à lunettes propose que Koharu serait la candidate idéale. Un par un, tous ses camarades votent pour elle. Koharu n'en revient pas. Elle se demande « Comment ai-je été élue sans même avoir fait campagne ?» À sa grande surprise, tout le monde lève la main pour elle, Yuko comprise. Koharu est émue aux larmes. Pour la première fois de sa vie, elle sent que le grand mur qui l'empêchait de profiter de sa scolarité s'est effondré. Izumi, paniqué en la voyant pleurer, demande avec une naïveté désarmante si on l'oblige à devenir délégué de classe. Plus tard, alors que Koharu marche dans le couloir,
quelqu'un l'appelle derrière elle. En se retournant, elle est surprise de voir que c'est Madame Tanaka, sa professeure principale, qui souhaite lui parler. Elle lui explique qu'il faut aussi choisir un vice-délégué de classe et s'excuse de la prévenir si tard. Elle précise que de cette façon, Koharu n'aura pas besoin d'assister à toutes les réunions. Elle lui demande si elle connaît quelqu'un de confiance et l'invite à se décider rapidement. Koharu, angoissé, se triture l'esprit 1000 fois en cherchant qui pourrait convenir pour le poste. Si réfléchir trop était un métier, elle serait déjà PDG. Izumi est son premier choix évident, mais il est toujours pris par les activités de son club. Elle pense même à organiser une réunion de classe, mais perd tout courage en se rappelant que, qui voudrait travailler directement avec elle? Elle sait qu'elle n'a ni ami proche ni personne en qui se fier, et cette réalité rend la décision encore plus douloureuse. Soudain, elle a la sensation que quelqu'un l'observe en secret. Elle regarde autour d'elle avec inquiétude, mais ne voit personne. Elle se sent complètement perdue, pensant qu'elle a dû rêver. Sans qu'elle le sache, une Yuko troublée l'observe de loin, avant de disparaître. Ce soir-là, la mère de Koharu l'appelle pour dîner. Ses parents sont étonnés de la voir arriver avec enthousiasme à table, et faire une prière avant de manger. Puis, elle mange avec appétit, vraiment reconnaissante pour le repas fraîchement préparé. Elle se rend compte qu'au collège ou au lycée, on ne réalise pas toujours les bonnes choses qui nous attendent à la maison, comme un dîner en famille. Elle remarque que les plats ont bien meilleur goût lorsqu'ils sont partagés avec ses parents. Avec courage, elle remercie sa mère de préparer des repas délicieux chaque jour. Sa mère reste bouche bée et lui demande si elle a enfin quitté cette secte obscure de prêtres. Voyant que sa fille ne comprend rien, elle révèle quelque chose d'inattendu. Auparavant, Koharu priait toujours, mais en allemand. Plus tard, Koharu s'écroule sur son lit, submergée par l'émotion. Elle n'arrive pas à croire à quel point sa mère a toujours été gentille avec elle, malgré toutes ses bizarreries. Tout à coup, son téléphone vibre. Elle est surprise de recevoir un mail à une heure pareille. C'est Izumi, qui veut l'appeler. Koharu se redresse aussitôt et lui répond sans attendre. En attendant, elle lève inconsciemment les yeux vers le ciel sombre et nuageux. Elle se demande si les ados normaux passent aussi des soirées comme celle-ci, car ils semblent toujours en bande, alors qu'elle est là, en train de romantiser sa solitude. Soudain, son téléphone se met à sonner très fort sur une mélodie classique. Koharu devient écarlate en réalisant que sa sonnerie est la 9e symphonie de Beethoven. Elle décroche aussitôt. Lorsqu'Izumi lui demande comment elle va, elle se sent très mal à l'aise. Elle prend conscience qu'en réalité, elle est une femme de 35 ans, et qu'elle reçoit un appel d'un adolescent à cette heure-ci. Elle commence à transpirer sous l'effet de ce plaisir coupable qu'elle ne devrait pas ressentir. Pendant ce temps, Izumi est ravie d'entendre sa voix. Mais Koharu, dans sa tête de trentenaire sans emploi, ne peut s'empêcher de se sentir un peu coupable de lui répondre. Puis, elle revient à la réalité. Même si ce n'est que pour un temps, elle est coincée dans le corps d'une lycéenne de 15 ans. Un peu gauche, elle essaie de se ressaisir et dit que parler au téléphone n'est pas pareil que se voir en personne. Elle lui demande si quelque chose s'est passé. Izumi lui révèle alors quelque chose de surprenant. La personne qui avait diffusé ses photos de remise de diplôme et l'avait diffamé, lui a envoyé un mail pour s'excuser et expliquer ses motivations. Il ajoute que cette personne a humblement demandé à changer et a laissé derrière elle son ancien moi méprisable. Izumi remercie Koharu, car tout cela a été possible grâce à ses mots magiques. Alors qu'il s'apprête à raccrocher, elle l'interrompt, disant que l'affaire n'est pas encore réglée. Elle lui explique que même si le scandale finit par s'éteindre, les victimes continuent de souffrir. On peut pardonner, dit-elle, mais on n'oublie jamais vraiment. Les yeux levés vers le ciel, elle ajoute que les cicatrices causées par des paroles cruelles et de mauvaises actions ne se referment pas si facilement. Izumi reste déconcertée par la profondeur de ses propos. Elle insiste encore, lui demandant s'il est vraiment en paix avec tout ce qui s'est passé. Izumi est profondément ému par son inquiétude et par l'aide qu'elle lui a apportée ce jour-là. Il affirme qu'il n'oubliera jamais sa gentillesse de toute sa vie. Il la remercie avec enthousiasme et le cœur battant, s'apprête à prononcer ces 3 petits mots magiques. Mais il se couvre la bouche juste à temps, honteux de ce qu'il était sur le point de dire. C'est ce moment où le cerveau devance le cœur. Koharu reste stupéfaite devant son soudain silence. À son insu, Izumi se met une gifle, furieux contre lui-même pour avoir failli commettre une telle bêtise. De son côté, Koharu sent bien qu'il s'est passé quelque chose d'étrange, mais il lui assure que tout va bien.
Il raccroche rapidement et elle suppose que ses parents sont peut-être rentrés et qu'il ne voulait pas parler devant eux. Honteux et un peu sonné, Izumi se promet d'être plus prudent la prochaine fois. Koharu, quant à elle, se sent gonflée d'énergie. Parler avec un jeune la revigore. Elle décide que, le lendemain, elle saluera la personne assise à côté d'elle en classe. Elle prévoit même de se donner à fond pour se faire plein d'amis et ainsi vivre une scolarité brillante et mémorable. Le lendemain matin, alors qu'elle marche vers le lycée, Izumi la prend de court avec une question inattendue. Il lui demande si elle a un petit ami. La surprise est telle qu'elle recrache l'eau qu'elle était en train de boire. Elle nie aussitôt, persuadée que jamais personne ne voudrait sortir avec elle, même sur une autre planète. Izumi se moque un peu de sa réaction enfantine et affirme que sortir avec quelqu'un, c'est super. Puis, il lance une remarque choquante. Selon lui, elle est très populaire. Koharu le fixe, incrédule, et Izumi pense qu'elle fait preuve d'une modestie excessive, puisque toute la classe a voté pour qu'elle soit déléguée. Koharu répond avec assurance. Puisqu'ils passent tout leur temps ensemble, tout le monde doit penser qu'ils sont en couple, donc personne n'osera l'approcher. Bref, plus aucune place disponible. Izumi la regarde en silence pendant qu'elle ouvre son casier. Soudain, elle découvre un petit mot qui lui est adressé. Le message indique que quelqu'un l'attendra à 16 h derrière le gymnase. Izumi et Koharu restent tous deux intrigués par ce billet si mystérieux. Ainsi commence une toute nouvelle énigme. Koharu sursaute de peur, persuadée que quelqu'un veut se battre avec elle. La panique la gagne rien qu'en pensant que les personnes qu'elle a mentionnées dans son discours d'hier soient venues se venger, car les gens ont tendance à garder rancune. Izumi s'inquiète en voyant sa réaction. Alors, il lui explique calmement que quelqu'un veut lui avouer ses sentiments. Cela pourrait être sa sœur jumelle perdue ou même une vendeuse particulièrement insistante. Mais Koharu n'est pas convaincue, car elle imagine que cela pourrait être une mauvaise blague ou un défi ridicule. Elle avoue à Izumi qu'elle a peur d'être la victime d'un jeu stupide de « action ou vérité ». Izumi, un peu confus, n'imagine pas qu'on puisse être si cruel. Sauf si Koharu avait offensé la dame de la cantine en critiquant ses spaghettis. Ensuite, elle se voit étranglée par un gros voyou ou manipulée par une fille jalouse, et crie peut-être qu'un inconnu veut lui avouer quelque chose. Izumi éclate de rire lorsqu'elle précise que personne, en pleine possession de ses moyens, ne ferait une déclaration devant elle, ou plutôt que personne n'aurait envie de le faire. Son estime d'elle-même touche le fond. Pourtant, elle sent qu'il y aura des conséquences si elle ignore ce message. Izumi la rassure et lui dit que si quelque chose de grave se produit, il suffira de l'appeler. Immédiatement, Koharu s'imagine le voir courir vers elle et faire fuir le voyou et son complice simplement par sa présence. Mais il précise que si c'est une vraie confession, il n'interviendra pas. Koharu se sent totalement soulagé et le remercie sincèrement pour sa délicatesse. Plus tard, à la fin des cours, Izumi est surpris de voir Koharu partir en courant. C'est le moment. Soit elle trouve l'amour, soit elle perd un rein. Koharu marche d'un pas décidé dans le couloir, prête à affronter son destin. Elle prévoit d'observer la personne de loin avant de décider quoi faire. Elle choisit d'arriver un peu en retard pour avoir plus de temps pour réfléchir. Elle sait que cela peut avoir des conséquences, mais elle est prête à courir ce risque. Après tout, rien ne dit « je suis prête » comme arriver en retard volontairement. Un sourire de satisfaction se dessine sur son visage. Elle a préparé ce plan toute la journée. Elle a déduit du message « je t'attendrai » que la personne pouvait arriver avant 16 h. Alors elle décide astucieusement d'arriver une demi-heure plus tôt. Elle se sent prête à accepter n'importe quelle punition pour ce retard. Elle est rassurée en sachant que si tout tourne mal, Izumi sera là pour l'aider. Peu après, Koharu arrive au lieu du rendez-vous, prête, coiffée et habillée, avec une stratégie bien pensée en plusieurs étapes. Une voix étonnée la surprend. C'est Yuko, complètement alarmée de la voir arriver plus tôt que prévu. Les deux restent figés comme deux personnages d'un drame policier qui ne s'attendaient pas à se croiser. Un silence gênant s'installe entre elles. Yuko fixe Koharu avec sérieux, tandis que celle-ci baisse les yeux, embarrassée. Koharu rompt le silence en lui demandant si c'est bien elle qui l'a convoqué ici. Quand Yuko acquiesce, Koharu, très nerveuse, commence à imaginer des scénarios étranges, comme si Yuko voulait lui faire une déclaration d'amour. Yuko panique à cause du malentendu et s'excuse pour son comportement bizarre. Elle admet que parfois elle mélange ses messages et envoie sans le vouloir de mauvais signaux. Très nerveuse, elle ne cesse de s'excuser sans oser la regarder dans les yeux. Koharu se demande si tout cela ne fait pas partie d'un code secret.
Elle lui dit qu'elle n'a pas à s'excuser, car elle aussi a des difficultés à communiquer et qu'elle comprend ce qu'elle ressent. Prenant son courage à deux mains, Yuko avoue qu'elle est la responsable de tout. C'est elle qui a diffusé les photos de remise des diplômes d'Izumi et qui a proféré les insultes. Elle regrette son geste car Izumi a toujours été très gentil avec elle. Après le discours de Koharu, elle a réalisé à quel point elle avait mal agi et maintenant elle ne ressent plus que des remords. Elle s'incline profondément devant Koharu, exprimant à la fois sa gratitude et ses excuses. Après s'être confiée, Yuko tente de s'enfuir précipitamment, laissant Koharu sous le choc. Mais cette dernière la retient en attrapant sa manche. Yuko, les larmes aux yeux, lui demande de la lâcher, mais Koharu la serre dans ses bras. Yuko reste totalement pétrifiée, ne sachant comment réagir, mais Koharu ne la lâche pas. Koharu lui avoue, les larmes aux yeux, qu'elle a eu peur tout ce temps et qu'elle a pensé abandonner plusieurs fois. Puis elle félicite Yuko pour son courage d'être venue lui parler en face. Yuko, incapable de se retenir plus longtemps, éclate en sanglots. Au bout d'un moment, voyant le désir sincère de Yuko de changer, Koharu lui propose le poste de vice-délégué de classe. Elle lui explique que parfois elle ne peut pas gérer les événements scolaires seule et qu'elle serait heureuse de travailler avec elle. Yuko reste sans réaction, alors Koharu suppose qu'elle doute de ses propres capacités à communiquer. Elle lui prend alors les mains et l'assure que le travail en équipe fonctionnera et qu'elle a une confiance totale en elle. Yuko pleure encore plus fort lorsque Koharu lui dit qu'elles doivent toutes deux changer, ensemble. Plus tard, Madame Tanaka commande joyeusement leur nouvelle collaboration. Elle dit qu'elles doivent bien s'entendre, puisqu'elles sont arrivées main dans la main. Même la professeure montre un côté attendrissant. Elle précise que Yuko fera directement son rapport à Koharu. Les deux filles se lâchent les mains, visiblement gênées par la situation. Pendant ce temps, Izumi, curieux du résultat de cette mystérieuse rencontre, lui envoie un message rapide. Le lendemain matin, Koharu, les yeux brillants d'espoir, regarde son téléphone et ressent une immense euphorie en découvrant qu'elle a enfin des contacts scolaires, rien de moins qu'Izumi et Yuko. Elle se souvient qu'avant, sa liste ne contenait que des numéros de membres de la famille et absolument personne d'autre. Soudain, Yuko surgit devant elle et la salue avec enthousiasme. Elle manque presque de s'incliner comme si elle était devant la reine, mais heureusement s'arrête juste à temps. D'une voix timide, Yuko demande à Koharu si elle aimerait sortir avec elle dimanche. Koharu accepte sans la moindre hésitation, et elles conviennent de discuter des détails plus tard. Yuko s'en va en disant qu'elle est impatiente de ce rendez-vous. Koharu hoche la tête, mais intérieurement, elle commence déjà à paniquer. Que va-t-elle faire pendant 5 heures entières en public? Toute la journée, elle reste agitée à l'idée de cette sortie, se demandant ce qu'elles feront. Pourtant, une drôle de joie monte en elle. Elle va enfin sortir comme une lycéenne normale. Elle est déjà impatiente de choisir une tenue pour ce rendez-vous entre filles. Elle se rappelle que son placard crie « Désastre fashion », plus fort qu'une alarme incendie. Plus tard, en inspectant sa tenue ridicule, un t-shirt à imprimer « Journal » avec un énorme panneau « Danger » sur le devant, assorti à un pantalon troué et mal coordonné, elle laisse échapper un gémissement d'horreur. Comme tous ses vêtements sont ultra kitsch et d'un style un peu trop masculin, elle se demande si dans sa vie précédente, elle avait déjà un goût aussi douteux. Tout à coup, elle se souvient qu'il lui reste encore un peu d'argent du nouvel an et décide de l'utiliser pour acheter des vêtements. C'est ça ou se pointer en ayant l'air de s'être échappée d'un cirque. Elle fulmine, car elle n'a aucune idée de l'endroit où elles iront. Karaoké? Et en plus, elle ne connaît pas bien ce quartier. Dans sa vie passée, elle n'était pas extravertie et ne savait pas ce qu'il y avait au-delà de son trajet scolaire. Sa règle de vie était simple. Si ce n'est pas sur le chemin de l'école, ça n'existe pas. La panique monte lorsqu'elle réalise qu'en 2007 il n'existait même pas de site web pour ces lieux. Elle est à deux doigts de faire une crise d'angoisse en imaginant qu'elle ne saura pas comment entrer ou se comporter. Elle se voit déjà se faire jeter dehors par un portier. Elle ne supporte pas l'idée de se ridiculiser, mais se rappelle que Yuko attend avec impatience cette sortie. Finalement, elle décide d'appeler Izumi. Izumi est surpris de recevoir cet appel soudain. Il se demande aussitôt si quelque chose de grave s'est passé. Koharu qui appelle en premier? Soit il se passe un événement rare, soit la fin du monde approche. Rougissante, Koharu lui demande de lui expliquer comment les garçons passent leur temps quand ils sortent entre amis. Izumi ne comprend pas tout de suite, alors elle finit par avouer qu'elle a prévu de sortir avec Yuko dimanche et qu'elle est complètement perdue. Elle craint de paraître ignorante et de tout gâcher. Elle le supplie de lui enseigner les bases de la communication sociale.
Izumi sourit et propose de sortir dès le lendemain pour faire un entraînement en situation réelle. Koharu ne s'attendait pas à cette réponse. Elle lui demande s'il va vraiment passer du temps avec elle. Izumi acquiesce et dit qu'il lui fera visiter le corps-bar et l'arcade. Koharu ajoute un nouveau drame. Comme toute adolescente indécise, elle n'a rien à se mettre. Il lui promet de l'aider à choisir une tenue correcte. La vie sociale de Koharu est sur le point d'exploser. Il fixe rapidement un rendez-vous, 10h du matin à la gare la plus proche du lycée. Koharu accepte avec enthousiasme et le remercie. La sœur d'Izumi, qui écoutait discrètement, est morte de curiosité. Izumi lui explique que Koharu était sa seule amie à l'école primaire et qu'ils sortiront ensemble le lendemain. Puis il lui demande si elle a des magazines de mode. Sa sœur le réprimande. Il est toujours agaçant et ensuite il se fait gentil pour demander des faveurs. Elle exige qu'il lui rende l'appareil avec quelque chose de mignon. Pendant ce temps, Koharu replonge en crise en se rappelant que sa garde-robe désastreuse est tout ce qu'elle a pour sortir avec Izumi. De son côté, Izumi rêve déjà de son rendez-vous avec elle, tandis que Koharu fait des cauchemars avec son t-shirt « Journal ». Le lendemain matin, lorsque Koharu arrive à la gare, elle le trouve déjà en train de l'attendre. Il porte un énorme hoodie avec des personnages étranges et un pantalon large avec des motifs bizarres. À sa grande surprise, Izumi est impressionnée par son style, qui lui rappelle comment elle était avant. Malgré tout, elle s'excuse de s'être habillée comme un clown pour le voir. Mais il insiste, ce look lui va bien. Koharu sait qu'il n'est pas totalement sérieux, mais jure intérieurement qu'elle va réformer sa garde-robe. Toujours un peu gênée, elle le remercie à voix haute. Izumi la regarde un instant et déclare qu'il est hors de question que cet entraînement soit ennuyeux. Ils vont s'amuser. Puis ils entrent dans un grand magasin, où une vendeuse les accueille avec un sourire éclatant. La bataille de Koharu contre l'anxiété sociale commence. Elle se transforme en boule de nerfs et n'arrive même pas à parler à la vendeuse. Izumi lui explique qu'il est tout à fait normal d'acheter ce qu'il y a sur les mannequins ou de demander conseil. Tremblante, Koharu lui tend une liasse de billets, avouant qu'elle ne connaît pas les prix. Elle le supplie de la sauver. En un instant, la vendeuse ordinaire se métamorphose en super conseillère resplendissante. Koharu n'a jamais vu quelqu'un d'aussi magnifique. Elle oublie toute logique. Cette femme mérite une cape et une bande-son héroïque. En un rien de temps, Koharu essaie des salopettes, des chaussettes hautes, des jeans larges et un long manteau. La vendeuse insiste avec enthousiasme que tous les ensembles lui vont à merveille. À la fin, le personnel est épuisé mais reste professionnel. Quand elle sort de la cabine, Izumi est ébloui par sa transformation. Il s'exclame, ravi, qu'elle est superbe et que ce look lui va bien mieux. Koharu s'excuse de l'avoir fait attendre si longtemps et avoue qu'elle a très faim. Izumi propose de manger au karaoké, où il y a plein de snacks. Il ne remarque pas que plusieurs filles les observent avec des yeux en cœur. Un fan club secret est déjà en train de se former. Ensuite, ils se rendent à l'arcade. Koharu est fasciné par tous les peluches à gagner. Izumi en remporte une et la lui donne. Elle l'étreint avec tendresse, et il la regarde avec un sourire heureux. Pendant qu'il joue, il lui demande comment se passe sa journée. Une Koharu électrisée s'écrie qu'elle se sent pleine d'énergie et qu'elle comprend enfin pourquoi les gens adorent sortir. Le soir venu, il rentre. Elle s'est tellement amusée qu'elle n'a pas vu le temps passer. Elle entend encore les bruits des machines d'arcade dans sa tête, ce qui inquiète Izumi. Il propose qu'ils aillent dans un endroit plus calme la prochaine fois, mais elle refuse aussitôt, disant qu'elle a l'impression de vivre un rêve éveillé. Elle ajoute qu'elle a adoré acheter des vêtements et faire des efforts pour communiquer. Alors finit les contes de fées. Son pays des rêves est plein de néons et de machines à peluche. Le meilleur reste qu'elle a partagé tout ça avec lui. Izumi en reste muet. Ils marchent si proches que leurs mains se frôlent presque. Soudain, il lâche sans réfléchir qu'il n'a pas envie de rentrer chez lui. Dès qu'il le dit, il se couvre la bouche. Elle le fixe, choquée, et lui demande, inquiète, s'il n'aime pas être chez lui. Il la regarde avec un air troublé. Koharu commence à imaginer que quelque chose ne va pas chez lui et s'inquiète pour lui. Alors qu'elle y pense, Izumi, sur un coup de tête, tente de l'embrasser. Le compteur de romance grimpe à 100%, mais la réalité les interrompt brutalement. Koharu bondit en voyant un appel de Yuko. Elle réalise qu'elle a 8 messages non lus d'elle. Le pauvre Izumi reste complètement décontenancé. Rouge de honte, il dit qu'il devrait s'arrêter là pour aujourd'hui.
Il esquisse un sourire forcé et assure que tout va bien chez lui, qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Koharu, perturbée par ce changement d'attitude, décroche avec Yuko. Elle s'excuse de ne pas avoir répondu plus tôt, elle commence à planifier leur sortie. Pendant ce temps, Izumi s'éloigne, rouge comme une tomate. Pourtant, à mi-chemin, il s'arrête et la regarde rire au téléphone. Leurs regards se croisent. Koharu lui adresse un grand merci avec un large sourire et un geste de la main. Izumi, les yeux brillants, lui rend le salut maladroitement. Quelque part, dans son cœur meurtri, résonne le plus petit violon du monde. Izumi s'enfuit en courant sans se retourner. Il souffre du coup involontaire de Koharu malgré tout l'amour qu'il lui porte. Pendant ce temps, Koharu bavarde joyeusement avec Yuko. Elle lui explique qu'elle ne l'ignorait pas, qu'elle s'entraînait juste à mieux s'entendre avec elle. De son côté, Izumi s'entraîne à survivre au choc émotionnel. Le dimanche arrive et Koharu est parfaitement apprêté pour retrouver Yuko, donnant tout le mérite à Izumi qui l'a préparé et aidé à planifier une journée sans faute. Elle repense aux moments amusants de la veille, quand Izumi l'a entraîné et lui a appris plein de choses nouvelles. Koharu décide d'offrir à Yuko une véritable sortie moderne. Elle a prévu un film au cinéma suivi d'une séance dans un photomaton. Mais lorsque Yuko arrive, Koharu est prise de son premier accès de panique, accentué par une soudaine bourrasque dramatique. Même Yuko semble nerveuse. C'est sa première vraie sortie de lycéenne avec Koharu. Cette dernière la salue joyeusement, émerveillée de la trouver si mignonne. Pendant ce temps, le vent joue clairement son audition pour l'ouverture d'un anime dramatique. Elle décide enfin de se diriger vers le cinéma. Elles choisissent le film du moment, adapté d'un roman qui avait été un énorme succès. Koharu est surexcitée à l'idée de voir cette version, même si elle se prépare déjà à murmurer « le livre était meilleur » au milieu de la séance. Les deux amies sont surprises par la foule devant la billetterie. Yuko part chercher des snacks et dit à Koharu de s'occuper des places. Elle prévoit d'acheter un énorme seau de pop-corn à partager. Koharu ajoute qu'elle aimerait les accompagner avec un thé oolong. Elle plonge dans l'océan de cinéphiles, se faisant bousculer sans ménagement par quelqu'un derrière elle. Pendant ce temps, Yuko lui demande de lui envoyer un mail dès qu'elle a les places. Koharu se fait réprimander par le même malpoli pour avoir bloqué le passage. Certaines personnes sont nées juste pour gâcher les soirées cinéma. La pauvre Koharu reste figée, la salle est bondée. Ses yeux brillent quand elle atteint enfin la caisse. Elle se sent assez confiante pour parler au guichetier et espère décrocher les meilleures places pour Yuko. À sa grande déception, il ne reste que quelques sièges isolés et un seul double siège au premier rang. Les deux filles finissent donc assises tout devant, peinant à bien voir l'écran. Koharu, un peu angoissée, remarque que Yuko ne lui adresse pas un mot. Elle prévoit de s'excuser après la séance. Quand arrive une scène d'action avec des tirs rapides, Koharu sursaute tellement qu'elle renverse accidentellement le seau de pop-corn par terre. Elle s'excuse tout bas, le cœur lourd, et Yuko l'aide à ramasser un peu du désastre. Elle lui suggère de ne pas manger ce qui est tombé et de laisser le seau au sol. Elles se remettent à regarder le film. Mais Koharu n'arrive plus à se concentrer et son esprit part dans un souvenir du passé. C'était le deuxième jour du voyage scolaire. Tous les élèves devaient former des groupes pour passer la journée ensemble. Koharu avait rejoint un groupe de 3 autres élèves. L'un d'eux déclara d'un ton autoritaire que, puisque c'était leur ville, ils décideraient de tout. Koharu sortit un petit dépliant où elle avait noté des infos, expliquant qu'elle s'était renseignée et que certains lieux avaient de mauvaises critiques. Les autres la regardèrent comme si elle venait d'une autre planète. Un garçon lui arracha brusquement son dépliant des mains. Ils se moquèrent de chaque mot, la traitant d'idiote. Koharu insista timidement qu'elle l'avait préparé sérieusement, mais le groupe s'éloigna, préférant improviser. Ils lui suggérèrent de ne rien faire, car elle était inutile. Ce souvenir humiliant s'efface quand Yuko l'informe que le film est fini. La vraie séance d'horreur, c'était son trauma. Lorsqu'elles sortent du cinéma, il pleut à verse. Yuko avoue qu'elle était nerveuse toute la journée et qu'en plus elle n'a rien compris au film. Koharu, gênée, détourne le regard, convaincue que leur sortie n'a pas été à la hauteur. Koharu s'excuse timidement au moment où Yuko explose, insultant un type grossier qui avait mal parlé à Koharu plus tôt. Elle souhaite avec rage qu'il disparaisse de la surface de la Terre. Par hasard, l'homme passe juste à côté et Yuko continue à l'insulter sans même s'en rendre compte. Plus tard, elle s'excuse, toute rouge, pensant avoir été un peu trop virulente.
À la grande surprise de Yuko, Koharu éclate de rire et dit qu'elle a trouvé adorable même en insultant. Puis elle avoue que, de toute façon, elle n'a rien compris non plus à ce film absurde. Pas besoin de film, le meilleur était dehors. Koharu se confie. À chaque fois qu'elle essaie de bien faire, ça rate. Yuko la rassure. Ses intentions ne sont jamais mauvaises, parfois les choses échappent simplement à notre contrôle. Elle se regarde longuement, partageant un moment suspendu. Puis elle éclate en de larges sourires. Yuko se couvre de son manteau et propose de courir jusqu'à l'arcade pour faire des photos dans le photomaton. Koharu la suit. Les deux filles courent sous la pluie, riant et faisant des bruits idiots. Une fois dans la cabine photo, Koharu avoue qu'au début elle pensait devoir bien jouer son rôle, pour profiter de la sortie. Yuko réagit comme si Koharu avait des cornes. Même Koharu admet qu'en le disant à voix haute, cela sonne complètement absurde. Mais elle a compris qu'il faut écouter son cœur et créer des souvenirs sincères. Elle remercie Yuko de lui être restée aux côtés toute la journée. Rougissante, Yuko suggère que plutôt que tout dire en paroles, elle devrait laisser parler la photo. Le lendemain, lorsque Koharu ouvre sa trousse, son visage s'illumine. Elle voit la jolie photo d'elle deux avec l'étiquette « Meilleure amie ». Cela lui rappelle qu'elle devrait renouveler ses sorties cinéma plus souvent. Ainsi naît la tradition de leur virée chaotique mais adorable au cinéma.